15 avril 2019, Notre-Dame de Paris s'embrase. Cette catastrophe bouleverse chacun d'entre nous. « 18 mois plus tard, Notre-Dame panse ses plaies. Artisans, compagnons du devoir, restaurateurs, architectes, parmi eux quelques femmes, participent à ce chantier colossal. Comment est né leur désir d'être au chevet de nos églises et de nos cathédrales? Comment se sont-elles fait une place? D'où vient leur engagement? De part et d'autre de la nef, il existe une série de chapelles étonnantes, aux couleurs vives et aux voûtes parsemées d'étoiles. Ces décors ont été imaginés au XIXe siècle par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Marie Parent et son équipe leur redonnent vie. Munie d'un masque à assistance respiratoire, elle achève la restauration du voûtin de la chapelle Saint-Ferdinand. Le grand plaisir de la peinture murale, c'est qu'on est vraiment entre ciel et terre, et que justement on a accès à des endroits que personne ne voit, sauf l'artiste quand il a peint le décor. Et ça, c'est vraiment un grand bonheur parce qu'on voit tout, on voit le détail de tout, le détail des sculptures, de la dorure. Les gens, quand ils vont dans la cathédrale, ils voient un ensemble, et nous, on voit vraiment la qualité du détail. Cette chapelle retrouvera son éclat dans quelques semaines. On se sent d'abord très privilégié parce que c'est quand même extraordinaire d'être là. Les premiers jours, c'était un émerveillement, surtout du chantier en lui-même, des échafaudages, des cordistes. Le fait qu'il y ait tous les corps de métier du bâtiment aussi, pour nous, c'est assez rare. Donc on a déjà travaillé plusieurs fois à Notre-Dame de Paris. Et là, ce qui nous fait un petit peu mal au cœur, c'est que sa valeur d'usage n'existe plus. C'est plus un lieu de culte. On aimerait faire la même chose avec des fidèles, avec la sacristie en mouvement, avec des messes, avec l'orgue. On travaille dans l'esprit que rapidement, on va retrouver vraiment ce lieu de culte qu'il y avait avant l'incendie. De plus en plus de femmes sauvegardent nos édifices sacrés. Nous sommes allés à la rencontre de deux d'entre elles. Flavie Serrière-Vincent-Petit est restauratrice de vitraux. On le protège et on le transmet aux générations futures. Elle recrée aussi des espaces sacrés dans des églises avec des œuvres contemporaines. Le vitrail, c'est le médium qui va transformer la lumière physique en lumière divine. C'est la puissance de ces lieux qui leur a donné l'envie de réaliser leurs rêves. Pour tout tailleur de pierre, c'est le rêve ultime de pouvoir travailler sur une cathédrale. Après des années de lutte pour intégrer les compagnons du devoir, Lucie Branco a été la première femme tailleur de pierre à faire partie de cette confrérie. Elle a ouvert la voie à d'autres jeunes femmes. À chaque fois que je les vois, je suis très admirative de les voir s'épanouir, s'éclater, tenir tête et puis persévérer et puis y aller, quoi. Elles deviendront à leur tour les anges gardiennes du patrimoine. Au cœur du quartier latin à Paris, l'église Saint-Étienne-du-Mont est ornée d'une multitude de vitraux exceptionnels. Certains sont des joyaux de l'art parisien du XVIIe siècle. Flavie Serrière-Vincent-Petit restaure depuis plusieurs années cet ensemble de baies. C'est le vitrail de l'Eucharistie, du charnier de Saint-Étienne-du-Mont. C'est vraiment de la très très belle peinture sur verre. On a un ostensoir au milieu avec une hostie et puis tout autour, on a la louange des anges qui vont comme ça apporter de l'encens pour glorifier et puis des anges qui chantent. Et on a la manne céleste tout en haut qui tombe du ciel. Donc on est vraiment dans une verrière d'adoration, de louange.
Ces vitraux du XVIIe ont été assez malmenés. Il y a eu des orages, ils ont changé de place plusieurs fois, il y a eu des guerres depuis le XVIIe siècle, et il y a beaucoup de plombs de casse. Donc là, vous avez le pied de l'ostensoir. Le plomb d'origine qui souligne le dessin était vraiment le gros plomb que vous avez à l'extérieur. C'est une casse, donc on voit il y a l'impact, et puis ça fait une grosse araignée qui vient brouiller la lisibilité de l'œuvre. Donc ce qui est important, c'est de supprimer ces plombs de casse et de redonner sa cohésion à la pièce. Sur les manches de l'ange, on avait vraiment les traits de son chemisier, mais qui sont partiellement partis. Là, vous pouvez voir des petites écailles qui se soulèvent et qui sont prêtes à tomber. Donc on est vraiment sur des œuvres très fragiles. À côté de l'Eucharistie, une autre baie vient d'être restaurée. Alors ce vitrail raconte le pressoir mystique. On met le Christ dans un pressoir de vigneron, on presse avec les vis sans fin, et le sang sort, il est mélangé en fait au raisin, à la récolte, et ensuite il est mis en tonneau pour l'Eucharistie future. On a supprimé tous les plombs de casse pour redonner vraiment une lisibilité à l'œuvre. Donc vous voyez sur ce panneau par exemple, on avait dans le bas du manteau ici de Saint-Louis une énorme araignée de plomb qu'on a totalement retirée et qui redonne parfaitement l'œuvre. Moi, ce qui me plaît dans la restauration, c'est que ça donne à voir quelque chose qu'on ne voyait plus. On recolle, on réassemble pour redonner en fait une œuvre d'art homogène, pour les transmettre aux générations futures. Après des études d'histoire de l'art, Flavie Serrière-Vincent Petit s'est passionnée pour le vitrail. Elle s'est installée dans l'Aube. Ce territoire concentre le plus grand nombre de vitraux anciens en France. Avec ses 1700 mètres carrés de verrières, la cathédrale de Troyes recèle un véritable trésor. Ce qui est vraiment important dans le vitrail, c'est la lumière. Et c'est aussi parce que le Dieu des chrétiens est lumière que le vitrail est né. Sans cette théologie de la lumière dans le christianisme, je ne suis pas sûre que le vitrail serait né. Vitélion, qui est un moine du XIIIe siècle, considérait le vitrail comme le médium qui fait passer la lumière physique en lumière divine. Donc c'est un art qui est intimement lié à la spiritualité. Là, nous sommes dans le transept sud de la cathédrale de Troyes, donc dans le bras de transept avec la rose au-dessus. Et là, nous sommes au niveau du triforium, l'endroit de la rencontre entre les voûtes et le ciel et toutes les parties basses. De ce point de vue, ça permet de voir des vitraux, l'amorce des vitraux du chœur. Tout le chœur, en fait, dans les baies hautes, sont du XIIIe siècle. En face de nous, une rose qui est plutôt pâle, mais qui date du XIVe siècle. Ensuite, qui s'amorce sur toute la nef des vitraux du XVIe. Et puis ici, fin XVIe, XVIIe, et puis jusque derrière nous, les vitraux du XIXe. D'un seul point de vue, en fait, on va presque s'étaler devant nous toute l'histoire du vitrail avec ces vitraux du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. En fait, j'ai fait du vitrail parce que je cherchais un métier où on pouvait croiser et la science, et l'histoire de l'art, le geste, et puis de la spiritualité. Doucement, tout doucement, tout doucement. Aujourd'hui, Flavie restaure l'un des panneaux de l'Eucharistie. La tête, c'est vraiment intéressant, parce que tu vois, d'un côté, tu as les yeux, donc même le blanc de l'œil est teinté en bleu, avec un peu d'émail bleu, comme le fond. Et les traits principaux du visage sont devant le modelé. Il faudra voir comment on retouche ou non, pour redonner quand même une lisibilité. Parce que là, il est un peu lépreux, en fait. Il est un peu transparent. Alors là, ce qui est extraordinaire avec les vitraux de Saint-Étienne-du-Mont, c'est que c'est vraiment de la peinture XVIIe. Donc les vitraux du XVIIe siècle sont assez rares. Et surtout, c'est extrêmement peint. Les ailes des anges sont de toutes les couleurs, totalement multicolores,
avec toutes ces plumes juxtaposées. Et on sent leur enthousiasme, en fait, à ces peintres verriers du XVIIe, de pouvoir, en fait, mettre toutes les couleurs sur une pièce de verre. Là, ils s'en sont vraiment pas privés. Le puzzle doit être soigneusement reconstitué. Là, on va commencer à voir où il y a des cases simples. Ça, on va pouvoir le recoller à joint fermé. Et ici, pour que les traits puissent être dans la continuité, on ne peut pas coller comme ça. Vous voyez, là, ça se décalerait trop. Donc, ici, on va faire un comblement de lacunes avec des petites retouches, ce qui permettra de redonner, en fait, la vraie forme de la pièce. Ce qui m'intéresse dans le fragment, c'est le fait qu'il y ait des morceaux éparses. Et quels que soient les morceaux, quelle que soit la lacune, finalement, on redonne quelque chose de positif. Comme on ferait avec des vies lacunaires, où finalement, c'est le côté réparation, remettre ensemble. Et quel que soit le morceau, même s'il y en a des laids et des plus beaux, les remettre ensemble et que ça fasse une œuvre positive. La restauratrice étudie maintenant l'ostensoir, la pièce maîtresse de cette baie. Cette pièce curieuse, c'est que c'est très étrange en fait. On aperçoit quelque chose. Moi, je pense qu'il y a un Christ ou quelque chose comme ça, ce qui était quand même très commun depuis le XVIe dans les hosties. Là, on aperçoit quelque chose. Voilà, et là, on va regarder un peu plus près. Et donc là, on voit nettement le I, le N, le R et le I, qui sont sur comme une petite banderole, comme au-dessus des crucifixions habituellement. Ce sont les initiales de Jésus de Nazareth, roi des Juifs, en latin. On voit bien quand même. On va se rééloigner un petit peu pour essayer de voir si on voit d'autres choses. Voilà. Donc là, on a vraiment des rayons qui sortent de la tête du Christ, ici, avec la couronne d'épines. On voit ici l'entremêlement des ronces, les yeux clos, le nez, la barbe, les joues émaciées, et puis l'épaule qui part comme ça de chaque côté. Donc on a vraiment dans cette hostie qu'on croyait vide, une belle crucifixion. C'est vraiment toujours joyeux en fait de découvrir quelque chose. On cherche des indices, on les trouve, on observe, on se dit ah, qu'a voulu dire le peintre sur verre, comment il a pu faire. Et de petite découverte en petite découverte, tout le puzzle se refait et on peut proposer vraiment des orientations de restauration. On pourra peut-être faire réapparaître ce Christ d'une manière ou d'une autre, en tout cas le suggérer. Dans certains métiers, comme ceux du bâtiment, les femmes ont dû se battre pour trouver leur place et restaurer elles aussi les édifices sacrés. À la maison des Compagnons du Devoir de Baillargues, près de Montpellier, ces jeunes tailleurs de pierre apprennent à maîtriser le geste. Fais gaffe de bien te retourner là. Fais gaffe de bien te retourner pour éviter d'éclater. Lucie Branco est la première femme à avoir été reçue Compagnon du Devoir comme tailleur de pierre. Aujourd'hui, elle transmet son savoir à ses apprentis. Ce sont en majorité des hommes, mais il y a aussi quelques jeunes femmes. Si tu viens à ma place, tu verras que là, quand tu te plies un peu, là, tu as vraiment un bon trou, enfin une belle bosse juste là et juste là. Concentre-toi sur ça et t'es vite. C'est très très dur, il faut avoir de la patience. Voilà, là, tu es en train de te confronter aux matériaux. Oui. Quand on a des toutes petites mains, eh ben on attrape des cornes, on attrape voilà, des crampes. C'est-à-dire que quand on voit un tailleur de pierre aguerri, voilà, lui, il tape, tac, 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 c'est une évidence. Mais quand il faut apprendre ce geste-là, c'est comme quand on est pianiste, hein. Il faut composer avec les deux mains, mais là, c'est pareil. Et ça met du temps. Pouvoir construire dans les églises, rénover des petites moulures, faire des petites statues. Oh. Ça me vend du rêve. Ça va, Roxane? Ça va. Ouais. Ah, t'attaques dans le dur, là. Hein. Et ouais, bah il faut des grossières.
Ben ça, c'est une massette. Le poids de la massette, c'est lui qui va donner l'impact en fait et la force au ciseau pour qu'on vienne tailler. Donc, l'idée, c'est de la tenir le plus loin possible pour vraiment donner un impact à la pierre. Et il faut faire attention à l'angle, à chaque angle là. Hein, eh oui, je m'en souviens. Voilà. Parce que évidemment, quand on taille, on a vite fait de se faire mal. Hein. Donc oui, je me rappelle très bien de cet instrument. Ça reste ça. Il y a des questions comme non mais tu y arrives vraiment, genre, la massette elle fait 1 kilo, waouh, mais comment tu fais je veux dire, t'as pas de muscles, c'est pas trop dur, c'est vraiment tu es une fille donc tu n'as pas de force. C'est surtout ça en fait, enfin dans mon cas en tout cas, comme question, c'est mais comment tu fais? Donc en fait, on est perpétuellement en train de faire ses preuves. Et ça, c'est difficile. Mais quand on a un rêve, je crois qu'il n'y a rien qui peut nous dévier. Lucie Branco a rencontré les compagnons du devoir par hasard, alors qu'elle était encore au lycée à Lille. Je visite l'atelier des tailleurs de pierre. Et là, je suis fascinée. Il y avait un tailleur de pierre qui était rempli de poussière, on aurait dit une gargouille qui était là, posée. Et il m'accueille à bras ouverts avec un sourire jusque-là et on échange. Et il me dit que je suis tout à fait accueillie ici parce que quand même, j'étais très intimidée. J'étais la seule femme, il n'y en avait pas. Donc en fait, il me prend sous son aile. Devant sa ténacité, les compagnons acceptent de prendre la jeune femme en apprentissage. Elle décroche un premier contrat d'alternance en entreprise. Quand on est chez un artisan, il faut physiquement porter des choses qui sont lourdes. À l'époque, c'était des sacs de sable et des sacs de chaux qui pesaient 50 kilos. Et j'échappais à rien. Et on me disait, tu veux faire pareil que nous, tu vas faire pareil que nous. Donc les sacs de sable, tu les portes, tu fais toi-même le mortier. L'échafaudage, tu montes l'échafaudage. C'est-à-dire, c'est pas tu grimpes à l'échafaudage, c'est tu montes toi-même l'échafaudage jusqu'en haut de la façade. Donc tout ça, ça n'a pas été simple, mais je l'ai fait et j'ai réussi à aller au bout. Et ça, c'est compliqué après. 2 ans plus tard, Lucie souhaite poursuivre sa formation chez les compagnons à Paris, mais 2 tailleurs de pierre s'y opposent. Ils me ferment les portes. Finalement, je n'ai plus de formation et j'ai plus le droit d'aller à la maison des compagnons. Et pourquoi? Parce que je suis une femme. Le choc total. Après avoir été écartée une première fois des compagnons du devoir, Lucie ne renonce pas. Elle décide de poursuivre sa route seule et se fait embaucher par différents ateliers dans toute la France, comme ici, à la cathédrale de Rodez. Ce chantier l'a profondément marquée. J'ai toujours aimé les églises et les cathédrales parce qu'elles sont construites avec des dimensions qui nous dépassent littéralement. Et quand on voit ce que les maîtres bâtisseurs ont pu faire, c'est extraordinaire. Donc, pour moi, c'est une forme d'élévation. Elle rejoint Dominique Vermorel, un tailleur de pierre qui lui a donné sa chance. Bon, Lucie, ça fait plaisir de te revoir. Ouais. Ça va, Dominique? Ça va. Ça fait combien d'années que tu étais ici? Oh, écoute, ça fait 20 ans, je crois. 20 ans, 21 ouais, je crois, ans. 21 ans, ouais. C'est sublime. Ce lieu, il reste toujours un peu magique, quoi, hein, quand tu es là. Regarde un peu ces enfilades, là. Sincèrement, j'avais oublié à quel point c'était beau. Ça a été ma première cathédrale. Ça a été mon premier chantier, je dirais, sacré, en fait, avec cette sensation qu'on a, cette puissance qui est extraordinaire. Je vais te faire voir la pierre que tu as taillée à l'atelier il y a 21 ans. Ouais. Je crois savoir où elle est. Ouais, suis-moi. Allez, la pierre que j'ai taillée il y a 20 ans. Ah ouais, c'était un élément de balustrade, ouais. C'est génial. Tu vois que ces gouttes de lumière qui descendent sur les piliers, là. Le triforium, c'est vraiment un très beau lieu. Lucie a 24 ans quand elle participe à ce chantier exceptionnel. Ça m'a donné beaucoup de confiance, ça m'a donné beaucoup de motivation parce que quand on travaille sur un lieu pareil, avec des pierres comme celle-là, forcément on a envie de continuer. Enfin, c'est le Graal. Ta pierre, elle doit être sur une des tours là-haut. Oui, c'est ça. Exactement. On va y aller.
Voilà, ça y est, on est arrivé. Je crois que c'est cette pierre-là que tu as faite. Cette pierre-là. Tu vois? Si c'est la plus belle de toutes, c'est celle-là. Oh, ça fait partie d'une pierre de la cathédrale. Je ne sais pas si c'est la plus belle, mais en tout cas, elle est là. Elle fait partie de la chaîne. Moi, ce que je me rappelle, c'était cette mer de nuages quand tu arrives le matin à 7h30, que le ciel s'est pas encore levé et les cloches sonnent. Voilà. Ouais. Rodez, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et puis une cathédrale, c'est un symbole qui est fort. C'est l'œuvre de tous, une cathédrale. Et donc ça veut dire qu'on m'ouvre la possibilité de participer à l'œuvre commune dans un monument aussi beau. Donc forcément, c'était peut-être pas de la fierté, mais en tout cas une espèce d'énergie très puissante, très forte en fait. Travailler aussi pour une cathédrale, c'est travailler pour cette communauté des bâtisseurs. Ouais. Et tu as été reconnue indirectement comme bâtisseuse quelque part. Après avoir lutté 12 ans contre les préjugés, Lucie devient compagnon du devoir. Aujourd'hui, elle témoigne auprès des futurs tailleurs de pierre. Du coup, est-ce que toi, tu as dû te battre ou est-ce que ça a été un petit peu moins... Je suis ceinture noire Non, non, je me suis battue. Alors, je me suis pas battue physiquement, heureusement, on n'en est pas arrivé à ça, mais par contre, j'ai utilisé des mots très forts, sans arrêt. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte qu'à force de te remettre en cause parce que tu es une femme, c'est épuisant. Donc c'est vrai qu'il faut être... s'accrocher, quoi. S'accrocher pour pas trop flancher, même si, évidemment, j'ai flanché. Moi, Lucie, tu m'impressionnes un peu parce que vraiment, c'est incroyable le parcours que tu as fait. Je trouve ça juste génial. T'as ouvert le chemin, bah nous on est derrière quoi. Ouais, et on peut. Non mais c'est un peu ça. Non mais on suit ton parcours et on se dit bah c'est génial quoi. Enfin, je suis heureuse parce qu'elles s'éclatent, elles ont l'air d'être hyper bien. Voilà, les yeux qui pétillent et tout ça. Je serais encore plus heureuse de pouvoir être à leur adoption si je suis dans les parages. Ça serait. Alors là, c'est top. Ouais. Et je suis toujours très émue. Franchement, je suis désolée, mais c'est génial, quoi. Dans l'Aube, Flavie Serrière-Vincent Petit veille sur l'église d'Hervy-le-Châtel. Elle conserve de somptueux vitraux du XVIe siècle. La peintre sur verre vient d'achever une nouvelle baie pour l'une des alcôves. Elle vérifie comment elle s'intègre parmi les vitraux d'origine. Faut que tu viennes m'aider. Oui, j'arrive. Tu vis ça la part close ici. Là, les niveaux de brun sont pas si mal. La patine arrière masque un peu le paysage, donc ça c'est pas mal. Et les jaunes d'argent sont bien rehaussés. On est dans la création d'accompagnement. Donc la création n'est pas là pour s'affirmer seule en tant qu'œuvre ex nihilo, mais vraiment accompagner le vitrail ancien et accompagner l'architecture. Le visiteur voit bien que d'un côté on a une œuvre 16e et de ce côté une œuvre du 21e siècle. Mais cette œuvre, elle est faite avec les mêmes matériaux. Donc c'est cette vibration dans un vitrail contemporain que je tente de redonner. Là, la grappe, là, c'est excellent. Ça fonctionne vraiment comme l'arbre sur le panneau 3. Oui, tout à fait. Et puis le ton rosé, on le retrouve aussi. Bon, là, maintenant, il faut aller voir du bas si ça fonctionne aussi bien. Oui, on descend. Là, je pense que c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est la pire lumière de la journée. Je me demande si ça vaut pas le coup quand même que je refasse un petit parce que t'as deux lignes jaunes on a qui vraiment, montent. ouais, moi, je les ai pas. Oui. On a deux colonnes, en fait, de chaque côté des panneaux qui créent comme ça un effet vertical jaune pâle que moi, j'ai pas du tout sur mes panneaux de création. Donc là, je vais repeindre avec cet effet de vertical pour redonner comme ça la même structure à la baie. Avec ces créations, de nouveaux espaces sacrés renaissent au sein des églises. Il y a quelque temps, cette baie était totalement transparente. L'idée, c'était de faire une création assez simple en utilisant les matériaux des vitraux qui l'entourent, donc du XVIe siècle, avec de la grisaille et du jaune d'argent. Et là, j'ai voulu représenter, dans la lancette centrale, on a Dieu le Père qui envoie sa manne céleste
au peuple d'Israël dans le désert. Et en fait, cette manne se transforme en hostie pour faire un lien entre Ancien et Nouveau Testament dans cette baie. Et donc là, on voit bien comment le vitrail filtre la lumière et transforme un espace architectural en le lieu du recueillement. Moi, j'aime bien ce va-et-vient en fait entre la création, la restauration et comment on transmet ce patrimoine et comment j'accompagne ce patrimoine ancien avec de la création contemporaine et comment on le rend vivant. Je ne fais pas un métier en fait, c'est une sorte de vocation, une vraie mission.